Il vous est peut-être déjà arrivé d'assister à un concert ou d'en regarder un sur YouTube et de vous imaginer à la place de l'artiste, surtout si vous êtes vous-même des artistes. Entendre le public hurler vos paroles par cœur, transmettre quelques heures de bonheur aux gens et plus largement passer vos journées en studio, avoir tout votre temps pour affiner votre art et tout simplement ne rien faire d'autre de votre vie que ce que vous aimez. Et pourtant, nombreux sont les témoignages d'artistes qui n'ont pas l'air si heureux de cette situation. C'était un petit peu moins... J'ai pas envie de vexer les gens qui sont venus à mes concerts en disant ça, mais c'est vrai que ça devenait un petit peu moins un plaisir. Les gens se rendent pas toujours compte, mais t'es seul 99% du temps. I think I kind of always wanted to go, from the first year, really. I never really wanted to be there. Mais bien au-delà des artistes connus, dont on pourrait expliquer ce type de témoignage par les effets négatifs de la célébrité ou par leur situation spécifique, on retrouve aussi ce genre de propos chez des artistes inconnus du grand public, comme des compositeurs par exemple. I don't remember the last time I made a beat for fun. That's just not a thing anymore. Bien au-delà des célébrités, nombreux sont ceux qui ont transformé leur passion en un véritable métier, comme producteur de musique, ingénieur du son, photographe de concert ou même vidéaste. Mais tout le monde n'a pas l'air si heureux de vivre de sa passion. Pourtant, de loin, c'est une situation qui semble idéale. Alors, qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. On va se demander quels sont les coûts cachés derrière le fait de faire de sa passion un métier, et on va se demander au final, est-ce que ça vaut le coup de vivre de sa musique ou plus largement de vivre de sa passion? C'est le sujet qu'on évoque maintenant. Mais juste avant, petite question. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. C'est une bonne réponse! Maintenant, dans quel contexte un VPN? Oui, un VPN ou réseau privé virtuel vous permet de surfer anonymement en toute sécurité en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP, et c'est utile sur les réseaux Wi-Fi publics comme on en trouve dans les gares ou dans les hôtels, mais aussi à la maison. Exactement, c'est une bonne réponse. Maintenant, sur quelle plateforme de streaming? Oui, CyberGhost vous permet d'accéder à du contenu géobloqué et de débloquer jusqu'à 40% de contenu supplémentaire sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. C'est une bonne réponse. Maintenant, combien d'utilisateurs utilisent CyberGhost? 38 millions. 38 millions et une note quasi parfaite sur Trustpilot, c'est exactement ça. Bon, avec autant de bonnes réponses, je pense que vous pouvez finir cette sponsor. Avec le lien en description, l'abonnement est à seulement 2,3 € par mois, soit 83% de réduction et 4 mois offerts. CyberGhost est disponible sur Windows, iOS, Android, sur 7 appareils en même temps avec un seul abonnement, et en plus, ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Avant toute chose, il faut qu'on définisse précisément ce qu'est une passion, parce que ce terme est parfois un peu utilisé à tort et à travers. La première définition, qui apparaît dans le Petit Robert, définit celle-ci comme un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Et en réalité, le mot passion regroupe deux types de passions étudiées en psychologie, la passion harmonieuse et la passion obsessionnelle. La passion harmonieuse, c'est une passion intégrée de manière équilibrée à la vie d'une personne, ce qui lui permet de pratiquer l'activité par choix en restant en contrôle. La personne ressent du bien-être et de la satisfaction en pratiquant sa passion. Et puis, il y a la passion obsessionnelle. Là, la passion devient une obsession. Elle domine complètement la personne, mentalement et même physiquement, et celle-ci perd sa maîtrise d'elle-même. Si cette personne se force à arrêter sa pratique, elle ressent des sentiments de culpabilité, voire de honte. Je ne sais pas si vous avez par exemple déjà appris à jouer d'un instrument de musique, mais si c'est le cas et que vous êtes des passionnés obsessionnels, il est probable qu'un seul jour de pause dans votre apprentissage vous ait fait sentir coupable. On n'a pas de pourcentage précis de combien de musiciens professionnels ont une passion obsessionnelle et de combien ont une passion harmonieuse. Par contre, on peut noter ceci. Bonneville-Roussy, une chercheuse, a constaté que 99% des musiciens experts sont passionnés. Il est clair que le fait d'être musicien s'accompagne généralement d'un niveau de passion qui n'est pas très répandue dans l'ensemble de la population. Avec cette définition, on comprend mieux pourquoi certains artistes choisissent d'essayer d'en faire une activité à plein temps, particulièrement ceux qui ont une passion obsessionnelle, parce que ça les ronge de l'intérieur. Comprendre cette définition, c'est aussi comprendre qu'une passion, ce n'est pas un passe-temps. Faire un métier que vous aimez bien, voire que vous aimez énormément, ce n'est pas vivre de votre passion.
Ce sont deux choses différentes. Avant même qu'on évoque directement les coûts cachés qu'entraîne le fait de faire d'une passion un métier, on voit déjà qu'avoir une passion, notamment obsessionnelle, ça n'amène pas que du positif. Mais on va y revenir plus tard dans la vidéo. Maintenant, parlons plus directement des coûts cachés. Et par coûts cachés, on peut commencer par le coût économique. Assez peu d'artistes ont comme motivation principale l'argent, cependant, vivre de sa musique implique forcément d'en gagner. Et là, 3 problèmes se posent. « 78,4%, soit presque 80%. C'est le pourcentage d'artistes Spotify qui ont moins de 50 auditeurs mensuels sur la plateforme. Pourtant, ce n'est probablement pas à eux que vous pensez lorsque vous lancez votre carrière. Vous vous imaginez sûrement plutôt avec ce genre de profil, ou celui-ci, ou encore celui-ci. Ça porte un nom. Ça s'appelle le biais du survivant. C'est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques plutôt que sur un échantillon représentatif. Ce biais, il n'intervient pas que dans la musique, mais aussi dans plein de domaines, comme l'entrepreneuriat ou même l'influence. Seulement 15% des influenceurs estiment qu'ils auront gagné plus de 20 000 € bruts d'ici la fin de l'année grâce à leur activité. Autrement dit, la quasi-totalité des influenceurs gagne moins que le salaire minimum légal à 21 600 € par an. Pour un Elon Musk milliardaire, il y a des centaines de milliers d'Elon Musk qui ont fait faillite. En bref, vous pensez que vous avez toutes vos chances de vous en sortir, sauf que c'est faux. On va nuancer juste après, mais pour l'instant, continuons de lister les problèmes. Deuxième point, la précarité économique qu'entraîne le fait de vivre de sa musique. Quelques chiffres pour appuyer ce propos. En 2017, 70% des musiciens professionnels ont un revenu inférieur au salaire annuel net médian en France. Le streaming n'est pas une mine d'or non plus, avec seulement 10% des artistes et auteurs-compositeurs de Spotify arrivant à générer plus du SMIC. Heureusement, dans tout ça, il y a aussi les revenus du live, qui représente la majorité du chiffre d'affaires de la plupart des artistes. Mais le live n'est pas forcément le plus accessible pour les musiciens émergents, qui souhaitent jouer leur propre composition. Il leur faudrait trouver 43 dates de concert pour obtenir l'intermittence en France, et en jouant leur propre compo, autant vous dire que c'est un peu utopique. Et puis, dernier point, auquel on pense peut-être un peu moins, c'est le rapport même à l'argent. À partir du moment où c'est votre métier à plein temps, encore une fois, vous allez devoir en gagner. Et donc, votre art, votre moyen d'expression devient un produit, parce que l'industrie de la musique est une industrie, un marché économique. Et c'est pas toujours explicite, mais certains artistes le vivent mal et ne sont pas alignés avec cette idée. Tout ça, tout ce contexte économique précaire, forcément, ça a des impacts. Et pas des impacts positifs. Ça fait des années, voire des dizaines d'années, que le sujet de la santé mentale au sein de l'industrie de la musique est étudié, faisant notamment suite à des morts comme celle de Kurt Cobain, très choquantes pour le grand public. Les données sont relativement sans appel. Le taux de suicide est plus élevé chez les musiciens et ceux-ci sont plus touchés par la dépression et l'anxiété que le reste de la population. Quelques études essaient d'expliquer ces données. Certaines désignent le fait que la musique permet de mieux gérer ses émotions et ses expériences négatives, donc seraient attirés par la musique des gens qui vont déjà mal. Et en parallèle, les gens plus créatifs seraient intrinsèquement plus sujets à des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. Cependant, ces explications ne font pas l'unanimité. Et surtout, un jour, il y a 3 chercheurs qui se sont posé la question. Attends, est-ce que ça concerne tous les musiciens, même ceux qui font de la guitare 1 heure le jeudi soir, ou est-ce que ça touche surtout les professionnels, ceux qui en ont fait une carrière? Alors, coup de chance, comme ce sont des chercheurs qui se sont posé cette question, eh bien, ils ont cherché. Et ils ont trouvé des pistes de réponse. Évidemment, c'est une étude, mais selon eux, les musiciens professionnels sont plus susceptibles d'être touchés par des troubles mentaux que les musiciens amateurs. Sont en cause, entre autres, les incertitudes concernant l'argent, le revenu, concernant l'emploi de manière générale, mais sont aussi en cause le conflit entre authenticité et succès commercial, la sociabilisation difficile dans l'industrie, poussant parfois à la consommation d'alcool et de drogue, les exigences professionnelles élevées, l'environnement de travail particulièrement stressant, ou encore l'impact de leur vie professionnelle sur leurs proches et sur leur vie de famille. Grosse et Musgrave, dans une autre étude, affirme « Faire de la musique est thérapeutique, mais faire carrière dans la musique est destructeur ». Bon, donc le grand rêve de vivre de sa musique, c'est peut-être pas si idyllique que ça. En tout cas, vous avez plus de chances de tomber en dépression que le reste de la population, à cause de l'industrie même dans laquelle vous travaillez. Mais c'est pas fini, puisque s'ajoute à ça un dernier facteur.
Vous avez peut-être déjà vu des interviews comme celle que j'ai passée en intro. Des artistes ou plus largement des personnalités publiques qui s'ouvrent en interview sur leurs troubles mentaux, voire juste sur les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Et là, vous avez un type de discours, pas majoritaire, mais répandu sur Internet, qui proclame « ils osent se plaindre avec leur situation ». Et ce n'est pas qu'un discours sur Internet, c'est aussi un discours que peuvent tenir vos proches, voire votre famille. La réalité derrière les métiers passion, c'est que le grand public voit juste le mot « passion ». Et souvent même pas avec sa vraie définition. Donc pour eux, se plaindre, c'est une hérésie absolue. Juste un petit point là-dessus, je vous rassure, ce n'est pas le cas. En réalité là, le problème c'est que les personnes en face de vous vous regardent avec leur propre grille de lecture. Donc si à leurs yeux vous êtes soit plus riche, soit plus célèbre, soit dans une situation préférable à la leur selon leur grille de lecture, ils seront hermétiques à vos problèmes. Le mieux dans ces cas-là, en tout cas selon moi, c'est de s'adresser à des personnes qui font la même chose que vous. You know, you have like the same work complaints that anyone else in the world would just say, go fuck yourself. Bon, en résumé, si vous vous lancez dans une carrière dans la musique, vous allez probablement être pauvre, n'avoir aucune sécurité financière, vous n'allez peut-être même pas réussir à en vivre pendant longtemps, vous allez potentiellement compromettre votre art pour que ça marche, vous avez plus de chances que le reste de la population de tomber en dépression, voire même de vous tuer, et en plus, les gens, y compris peut-être votre propre entourage, votre famille et vos amis, n'auront aucune considération pour vous. Bienvenue dans les fameux métiers passion. Mais alors, la conclusion qui coule de source avec tout ce que je viens de dire, c'est que ça ne vaut pas le coup de vivre de sa musique et plus largement de vivre de sa passion. Sauf que non, c'est pas ça qu'il faut en déduire selon moi. Vous aurez toujours des problèmes dans la vie. Qui que vous soyez, que vous deveniez millionnaire, que vous ayez la plus grande maison, la plus belle des familles, le meilleur travail, vous aurez toujours des problèmes. Pire encore, vous ressentirez toujours de la douleur face à ces problèmes. Je ne parle pas ici de troubles de santé mentale, je parle de souffrance qu'on peut ressentir face à des épreuves difficiles, quelles qu'elles soient. Mais l'une des clés potentielles pour comprendre comment vivre avec ce fait, c'est de savoir quels problèmes on a envie d'avoir dans la vie, plutôt que de se demander ce qu'on veut faire. Parce que pour certains musiciens, avoir à traiter avec tout ce que j'ai cité précédemment vaut beaucoup plus le coup que de s'enfermer dans un travail alimentaire, par exemple. Et ce, peu importe le résultat final, peu importe si ça mène à l'échec et si le biais du survivant joue en leur défaveur. Pour certaines personnes, échouer complètement est infiniment préférable au fait de ne pas avoir essayé. Et c'est pas une belle citation sur Instagram, c'est la vraie vie. Autre exemple plus large, certains préfèrent 1000 fois être salariés et avoir un revenu stable que de supporter l'indépendance et l'instabilité qui vient avec. Et vice-versa. Je suis pas sûre que porter un jugement sur ça soit pertinent. Chacun a sa propre balance dans la vie. Et c'est pas parce que vous ne comprenez pas celle des autres qu'elle n'est pas juste pour eux. Et ce n'est pas non plus parce qu'ils souffrent de leur décision que cette décision n'est pas la bonne pour eux. En fait, c'est assez normal de souffrir quand on a une passion, notamment lorsque celle-ci est obsessionnelle. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot même passion vient du latin patio, qui signifie souffrance. On a tendance à penser aujourd'hui que la souffrance doit absolument être évitée, mais à mon sens, c'est complètement faux. Il faut juste que chacun ait sa propre balance et sache les sacrifices qu'il est prêt ou non à faire pour telle ou telle chose. Et les sacrifices sont inévitables dans tous les cas. Vous en faites même quand vous ne choisissez pas consciemment d'en faire. C'est ce qui est peut-être le plus dangereux d'ailleurs. Tout l'enjeu est de savoir consciemment ce que vous êtes prêt ou non à sacrifier en sachant évidemment deux choses. D'abord, tout le monde a un point de départ extrêmement différent et un périmètre de sacrifice plus ou moins large selon sa situation initiale. Et deuxièmement, sacrifice ne veut absolument pas dire résultat. Vous pouvez tout sacrifier et ne jamais accomplir votre objectif. Parce que non, tout n'est pas possible. La musique, c'est comme l'investissement financier. Plus les risques que vous prenez sont hauts, plus le rendement potentiel est gros. Cependant, les risques de perte sont tout aussi énorme. Mais vous êtes le seul juge pour décider si le jeu en vaut la chandelle. Le but de cette vidéo, c'était simplement de démystifier un petit peu le métier passion, notamment dans la musique, et à la fois de nuancer très fortement ce discours qui dit que la souffrance et les sacrifices doivent être absolument évités. Parce que ça dépend de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de faire de votre courte existence sur Terre. You get to pick your damn sacrifice. That's all. You don't get to not make one. You're sacrificial whether you want to be or not. Merci encore à CyberGhost de soutenir la chaîne, ils vous permettent de naviguer en toute sécurité pour seulement 2,3 € par mois. Si vous voulez en profiter, le lien est en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.